Derrière nous, la Pampa. Devant nous, le chaos multicolore de la cordillère des Andes. En bas, les vignobles de Mendoza en Argentine. En haut, les neiges éternelles des plus de 7000 dominées par le géant Aconcagua. Et puis la route devenue piste. Et sur cette piste, un homme à la recherche de ses souvenirs. 37 ans au service de l'aviation. Jean-René Lefebvre, un fils de Lorraine, de ceux qu'on appelle généralement la graine de héros. De la Lorraine à Rio, où il finit sa carrière en 1961, l'aventure n'aura connu que des virgules. Des virgules en forme d'anecdotes, les unes dramatiques, les autres amusantes. Tout le livre d'images, dessiné à la clé à molette ou à la boîte à clous, par celui qui fut le mécano de Syntex oui, mais aussi de Mermoz, de Guillaumet et de quelques autres. Un homme qui appartenait à ce que Kessel appelait la chanson de geste du XXe siècle. Pour eux, ça n'était que le boulot quotidien. Oui, là, vous voyez, c'est un alpiniste qui est mort dans la zone de la lagune Diamant, justement où Guillaumet s'était perdu en 1930. Et ici, dans cet univers très rude du côté argentin de la cordillère, oui. vous retrouvez véritablement ce qu'ont été vos efforts et ceux de vos camarades. Et oui, naturellement, parce que le danger qui existait pour les alpinismes existait aussi pour les aviateurs. Non, pas mal n'en sont pas revenus, se sont fracassés contre les parois. Et vous savez, c'est des souvenirs que l'on n'oublie pas, qu'on ne peut pas, qui restent en soi, et qu'on ne peut pas oublier forcément. Je me revois avec Guillaumet, je me revois avec tous les gars de Péquer, je me revois avec encore Delay qui est encore vivant, qui a 80 et quelques années, je me revois avec Clavier, je me revois avec Rennes, avec De Péquer, enfin tous ces gens dont presque tous sont disparus. Vous pensez plus à ce qu'ont fait les autres qu'à ce que vous avez fait vous? Bon, moi non, moi je faisais ça, j'étais à Mendoza, j'allais à Santiago, c'était le travail. Là-dedans, on n'a jamais pensé que c'était des actes un peu héroïques. Non, pas du tout. Au contraire, c'était une aventure pour nous que nous aimions. De tous les souvenirs, ceux du désert africain, ceux de la jungle brésilienne infestée d'animaux venimeux, ceux de la cordillère, dure, corrosive, impétueuse, un rancho, une ferme. Dans cette cabane aujourd'hui désertée, Guillaumet avait écrit en 1930 une des plus belles pages de l'épopée de la Nigne. C'était il y a 54 ans. Est-ce que ça n'est pas cela, la force émotive du passé d'un homme? Guillaumet redescendait de la cordillère, avait aperçu une cour où les bêtes, où on garde les animaux, et il y avait une baraque à côté, c'est-à-dire près du Rio Yauch. C'était un tout petit ranch avec une femme qui gardait quelques chèvres et 2 ou 3 chevaux. C'était elle, la seule image de la jeune indienne qui sauva l'aviateur français. Nous avons dépassé 3500 mètres. Le chemin devient à peine praticable. En raison de la situation politique instable, un militaire argentin nous accompagne. Il ne connaît bien sûr pas l'aventure de Guillaumet. Lefebvre lui raconte l'histoire. Au cours de la cordillère, un quarto de hora. Avion 1000 km/h. Notre tiempo que yo estaba en Mendoza eran 2 horas et meia. Pour ce jeune homme, la cordillère, ça se traverse à 1000 km en 20 minutes. Pour les hommes et pour la machine, l'oxygène se fait plus rare. À 75 ans, ce n'est pas Lefebvre qui pousse le moins fort. Vous savez, il y a des moments où le respect impose qu'on laisse un homme seul,
seul avec sa vie, ses passions, mais aussi, pourquoi pas aussi avec ses blagues de gamin un peu trop batailleur peut-être. Seul avec sa vie. Un jour, j'avais été rechercher un cochon qui était fichu le camp dans le village. Et naturellement, moi, j'avais pris la bicyclette de mon frère. Et le cochon, il marchait devant, il avait l'air de bien marcher droit. Et puis à un moment donné, il s'est arrêté, puis il a bifurqué. Moi, j'arrivais avec la bicyclette, je suis rentré dedans, c'est mou, un cochon. Surtout que c'était un cochon bien gras. Et je me suis retrouvé à cheval sur le cochon. Et parfois, le cochon, il a commencé à courir, quoi. Mais enfin, ça s'est arrêté là, une petite chute de rien du tout. Ah, des histoires, il s'en est passé d'autres à Vignoles. Vignoles, un village de Lorraine sur les rives de Meuse. Un village comme les autres. Un village où le 30 mai 1903, on annonce la naissance de Jean-René Lefebvre. Parents agriculteurs, 2 frères, une sœur. À 20 km, c'est la Lorraine occupée depuis 1871. La mère voulait que Jean-René soit curé, le reste de la famille espérait qu'il deviendrait agriculteur. Et lui, il finit par choisir la menuiserie. Il y pense aujourd'hui à Antibes, avec Simone, la compagne fidèle des bons et des mauvais jours. Parmi les mauvais jours, il y a les guerres. La première d'abord, celle de 14, où à 11 ans, celui qu'on appelle déjà le gros voit ses aînés partir la fleur au fusil. Et lui, comme tant d'autres, avant d'être évacué, il va découvrir presque par hasard au bord d'une rivière son premier aéroplane. Ah ben, le premier avion que j'ai vu, alors justement, c'est là, tout de suite, au commencement de la guerre de 14. Alors là, j'étais en train avec le domestique, en train de conduire les chevaux et les bœufs, et on labourait. Puis d'un seul coup, parce que c'était à Verdun qu'il y avait Verdun et Toul, il y avait des petits avions de l'époque, non? Et ils avaient fait un petit terrain d'aviation près du bois de Vignoles, entre Vignoles et Heudicourt. Alors il y a un avion qui se pose, un petit avion, vous vous rendez compte, c'était à 1 kilomètre ou 2 d'où j'étais. Au domestique, je laisse tomber le domestique, et puis je fiche le camp vers là-bas. C'est mon premier contact avec un avion. Est-ce que ça a fait tilt ce jour-là? Ben, bon, vous savez, on ne peut pas se faire... Je ne vous dirai pas qu'à partir de là, ma vocation était décidée. Mais non, ça, ce serait mentir. En tout cas, j'avais été heureux de voir ça, comme j'étais heureux de voir le ballon français il passait juste au-dessus, il suivait les côtes de Meuse, vous voyez. Et ça, pour moi, c'était formidable. Non, c'était du Jules Verne, c'était tout ce qu'on veut. Février 1919. La guerre est finie. L'évacuation vers le sud avait duré 3 jours. Une nuit de train suffira pour le retour du Gard vers la Meuse. La Lorraine pense ses plaies. Le soleil triste en hiver devient plus gai en été. La vie continue, les jours s'accumulent et il faut revenir à la mort. En 1921, Jean-René Lefebvre ferme le cercueil de sa mère. Le voici complètement orphelin, menuisier anonyme, d'un bourg campagnard avec la réputation déjà bien établie de costaud et de fort en gueule. Et ce sera le service militaire, à Metz, dans un régiment d'aviation, sous les ordres du lieutenant Moralia. Moralia, un Corse, qui avait deviné que Lefebvre avait, comme on dit aujourd'hui, le profil des gars de la ligne, des costauds qui en voulaient, pas des têtes brûlées, des têtes dures, des volontaires. C'est avec cet avion, je tiens à le faire signaler, le premier vol que j'ai fait, c'est avec cet avion, un Breguet 14. Et vol après vol, Lefebvre, le gros, va s'habituer au vacarme, au froid dans des habitacles à l'air libre. Il fait totalement confiance à Moralia. Il en avait la certitude, Lefebvre, il rêvait d'une vie libre, et l'avion seul pourrait lui apporter cette liberté. Et dans la vie, il faut croire au hasard, et surtout à la chance. La chance, ce sera une lettre de recommandation. Une lettre à Didier Dorat, le chef, l'homme à poigne qui, avec l'industriel Latécoère, avait décidé 8 jours seulement après l'armistice de 1918
que de Toulouse, où il construisait des avions de guerre, des civils porteraient désormais le courrier par avion de Toulouse à Santiago. C'était cela, la ligne. Aujourd'hui, vous êtes vraiment un des tout derniers survivants témoins oculaires. Pourquoi cette idée de créer une ligne Toulouse-Santiago pour porter du courrier? C'est né comment, ça? Toulouse-Santiago, bon, naturellement, il a commencé, tout au moins Dora de Massimi à la TECOER, à faire Toulouse-Casa. C'était déjà quand même pas mal, parce que quand même à Casa, on avait des intérêts, au point de vue de la France, avait des intérêts. Il y avait un général, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, qui commandait Rabat, qui s'appelait, c'est pas Lyoté, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Et donc, on avait intérêt à faire des liaisons rapides. Parce que par bateau, il fallait quand même 3-4 jours, alors que là, dans la journée, on allait à Casa quand même. Vous voyez ? De quels instruments vous disposiez, de quels outils quand vous bricoliez à Toulouse, dans les potences? Ah ben, à Toulouse, il y avait quand même de l'outillage, il y avait un outillage assez sérieux, puisque je vous dis que les ateliers de Toulouse construisaient des Samson et construisaient des Breguet 14 pour l'armée. C'était là qu'on les réceptionnait et tout. Et Samson aussi, d'ailleurs. Et c'est avec ces avions, Samson et Breguet 14, que la ligne a commencé. Il fallait foutre le camp de Toulouse et que l'avion, à l'époque, arrive à Casablanca en faisant des escales successives, Perpignan, Barcelone, Alicante, Malaga, Rabat, même Tanger et Casablanca. Qu'est-ce qu'il y avait comme horaire de travail à Toulouse avec Dora? Des horaires de travail, il y avait des horaires, comment je pourrais dire, ils étaient élastiques. C'est-à-dire qu'on vous faisait venir aussi bien à 3 h du matin, ou on vous faisait travailler jusqu'à 3 h du matin, si un avion n'était pas Parce que ces avions-là, ils avaient les maladies de l'époque. Ce pas des avions modernes comme maintenant, comme un réacteur qui fait 2-3 000 heures à 1000 km à l'heure. Ceux-là, ils faisaient Toulouse-Dakar, par exemple. Ben, en arrivant à Dakar, il fallait changer le moteur ou le réviser. Complètement le démonter, vous comprenez? Alors que maintenant, bon, ils font le tour du monde, ils reviennent, ils viennent. C'est pas du tout la même technique. Mais le matériel, on avait l'outillage et on avait le matériel, puisque les ateliers étaient à Toulouse, chez la TECOER. Donc, on était à la source. Alicante, Malaga, Casablanca, Villa Cisneros, Cap Juby. Une à une, les escales, on disait alors des aéroplaces, les escales de la ligne sont implantées et le courrier passe. Après 8 mois, le gros quitte les bielles toulousaines. Elles deviennent les bielles africaines, à Cap Juby. Pilotes et mécanos apprennent à se connaître. Rennes, Gourcq, Mermoz. Un soir, à Cap Juby, Lefebvre voit descendre du Breguet 14 un inconnu. Son nom, Antoine de Saint-Exupéry. J'étais affecté à Cap Juby lorsque Saint-Ex a été nommé sur la ligne Casa-Dakar. Il a fait quelques courriers. Ensuite, ayant eu des difficultés avec les Espagnols, Dora, comme Saint-Ex était plutôt diplomate, un intellectuel, Dora l'a nommé à Cap Juby comme chef d'aéroplace, pilote. C'est-à-dire que son rôle de chef d'aéroplace, en plus le rôle de pilote ce rôle, il devait le remplir en faisant les recherches des avions en panne ou en les dépannant, ou en allant les dépanner avec un mécanicien. Voilà, naturellement, c'était un grand type qui nous est apparu, dégingandé, le nez en l'air, un peu Jean Ripi, si vous voulez, et qui, naturellement, nous impressionnait un peu par sa particule, un peu. Et oui, un tout petit peu. On n'avait pas... difficilement, on lui disait de Saint-Exupéry, on lui disait monsieur quand même. Puis au bout d'un moment, bon, naturellement, l'amitié, tout ça, ça s'arrange. Et après, il était devenu simplement Saint-Ex, sans particule. Et tout le monde, nous l'appelions Saint-Ex. C'était un bon camarade, un type qui cherchait toujours à vous rendre service, qui cherchait aussi à étudier les mœurs des morts, le caractère des mécanos, des autres pilotes. C'était un type, un chercheur, qui finait dans tout parce que ça lui servait pour faire... parce que déjà, c'est à Cap Juby qu'il a commencé sa carrière d'écrivain. Alors un jour, on décolle et pour gagner du temps, on coupe au plus large. Au bout d'un moment,
Ah, il tire dessus, mais ça chauffe. Alors le moteur vibrait, il crachait, il pétaradait, enfin, tout, etc., quoi. Alors moi, j'ai commencé à me défaire les godasses, à me défaire tout. Et lui, c'est un texte. Il faisait des petits dessins qui me passaient. Alors il y avait une espèce de banc de sable. Alors il nous montrait en Robinson Crusoe et il nous montrait en toutes sortes de trucs. Ces trucs, j'aurais dû les conserver. J'ai un copain qui les a conservés, qui habite la Corse, un nommé Néry. Ça vaudrait une fortune. Il me faisait des petits dessins. Et ce n'est pas l'histoire. Bon, à force on a monté doucement sans tirer trop dessus pour pas qu'il continue à chauffer. Parce qu'il siphonnait, on recevait de l'eau et on recevait de tout là-dedans, ça claquait. Enfin, on est arrivé à Port-Étienne comme ça. Bon, alors il couchait à Port-Étienne. Et alors, bon, moi j'arrive, on regarde, j'ai dit au gars, bon attention, hein, il y a eu un pépin, tout le long on a été empoisonné avec ce moteur. Alors je regarde le compte-rendu de Saint-Exupéry, hein, qui devait faire comportement de l'avion et comportement du moteur. Vous savez ce qu'il avait marqué? Bonne machine, TVB, tout va bien. Rien à signaler. C'était un bohème, hein, il était bohème, oui, un peu bohème. Saint-Ex a été le troubadour de la ligne. Les mécanos y ont une place bien modeste. Sans eux pourtant, des pannes auraient sans doute très mal tourné. J'étais à Port-Étienne. J'étais un mécanicien navigant, et le Rennes part de Juby, et il n'arrive pas ni à Villa Cisneros, ni à Port-Étienne. Au bout d'un certain temps, quand l'autonomie de vol a été dépassée, automatiquement, il est atterri. Hein, ou il est retourné à son point de départ, et il n'est pas arrivé à son point d'arrivée, foutu. S'il y a des terrains intermédiaires, le seul terrain qui pouvait exister, c'était Villa Cisneros, qui avait la radio des Espagnols. Mais entre-temps, il n'y avait pas personne qui pouvait dire où il se trouvait. Alors donc, on a créé tout de suite, on a organisé des recherches et on a préparé 3 avions avec les noms des pilotes que je peux vous dire. Il y avait Rigel, il y avait Bourga et il y avait Saint-Ex. Moi, j'étais avec Bourga. Alors, on est parti de Port-Étienne pour faire la côte depuis Port-Étienne jusqu'à Cap-Juby. C'est-à-dire, un avion était sur la mer et on se recroisait cherchant. Parce que si c'était cassé la figure, c'était dans les dunes ou dans les falaises. Vous comprenez? Parce que la côte, quand même, il y a des falaises. Alors, donc, on était 3 avions. Alors, un passait vers l'intérieur, revenait vers la mer. On se croisait de manière de trouver l'épave ou de quelque chose. Et surtout sur le bord de mer. Puis à un moment donné, bon, il y avait Rigel qui était là, on voit l'avion de Rigel hélice en croix, et puis le type qui descendait vers la terre des hommes, bien obligé, puisque le moteur était arrêté. Alors bon, moi j'étais avec Bourga, il se pose très bien, il choisit un terrain, c'était un bon pilote, Rigel, et nous on se pose à côté. Qu'est-ce que vous appelez un terrain? Un terrain, bon, c'est une bande de sable qu'il a choisi un peu au jugé. Naturellement, ce n'est pas balisé, il n'y a absolument rien. C'est un endroit où personne n'a mis les pieds encore. Hein, c'est un endroit du désert où personne n'a mis les pieds. Alors là, il se pose là, nous on se pose le plus près possible, parce que Rigel nous avait fait signe, parce que les consignes étaient dans le désert, comme on voyageait toujours à 2, l'avion qui tombait en panne, le pilote se mettait les bras en croix, et ces bras en croix indiquaient à l'endroit où il fallait se poser, à la hauteur, et dans la direction du corps, c'est-à-dire la direction de la tête. Des bras en croix, vous voyez, hein? Alors il se met là, nous on se pose avec Bourga. Bon, alors je descends tout de suite. On était armés, hein, j'ai mieux vous dire qu'on avait des mousquetons, on avait les revolvers, tous. Bon, on aurait été bigornés parce qu'il n'y avait rien à faire contre la masse, contre la quantité. Alors je regarde, je décapote rapidement, hein, en grimpant sur les hauts bancs, parce qu'on pouvait encore se mettre sur les hauts bancs, parce qu'il n'y avait pas d'escabeau, et le moteur quand même est assez haut. Et je regarde, et alors naturellement je vois la célèbre salade de bielle, c'est-à-dire il y avait un trou comme ça, et puis l'huile par terre, et puis des morceaux de bielle. Bon, alors je dis à Bourga, bon, c'est pas la peine, prenons Rigel, prenons son interprète, parce que nous partions toujours avec un interprète à bord. Cet interprète servait, en cas de panne, s'il venait des morts, de ces morts nomades que l'on rencontre, qui font des caravanes, à ce moment-là, il cherchait à les convaincre qu'ils ne nous fassent rien, que nous étions pacifistes et que nous leur donnerions de l'argent s'ils allaient à Juby ou s'ils allaient à Port-Étienne ou s'ils allaient à Cisneros. Et ce qui était vrai, on leur donnait. Alors il y en avait qui se laissaient convaincre, il y en avait qui ne se laissaient pas convaincre, vous comprenez? Et alors ça fait que nous prenons Rigel et le mort et nous décollons. Mais au décollage, au bout de 200 mètres d'un seul coup, alors une giclée d'huile sur le pare-brise, plein la gueule, parce que
la gueule était à l'air libre. Là. Je dis, la figure, c'est plus poli. Alors, là, le pilote Bourga, je l'ai revu il y a quelques années, le gars. Alors, tout ça, bon, alors... Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je dis, on se repose. On ne pouvait pas aller à Cisneros, il y avait encore 1h30 ou 2 heures de vol. Alors on se repose, je regarde, pouf, un tube de cassé, un tube de la circulation d'huile. Ce sacré tube. Alors il a fallu que je décapote l'autre avion, que je prenne cette pièce sur l'autre avion, parce que les pièces n'étaient pas comme actuellement standard. Parce qu'actuellement, vous avez un tube d'huile, vous le mettez, vous vissez un côté de l'autre, puis c'est fini. Alors que celui-là, il avait des formes, il fallait qu'il passe à côté d'une chose que l'autre ne passait pas. C'est-à-dire, il fallait le tordre, et il fallait pas le casser, parce que j'avais rien pour le souder. Alors je le répare quand même, puis il manquait de l'huile dans ce sacré moteur. Où la prendre? Alors il a fallu que je prenne l'huile du réservoir de l'avion. Enfin, c'était un travail. Alors Rigel, qui était le chef d'aéroplace de Port-Étienne, il me demande combien de temps. Je lui dis, écoutez, il faut au moins 4 heures pour moi, pour me faire ça, je suis seul. Hein, l'outillage, j'avais un outillage assez restreint. Il me dit, bon, alors on couche ici. Alors je dis, bon, mais naturellement, moi j'aime mieux. Alors, bon, on a terminé, j'ai fait un essai, il faisait nuit, pleine nuit, et à ce moment-là, les vols de nuit étaient peu courants, non? On ne pouvait pas s'engager comme ça. Alors bon, j'ai fait un point fixe, un essai, tout marchait, j'ai dit, bon, tout est prêt pour demain. J'ai donné un coup d'œil à l'avion de Saint-Exupéry pour voir qu'il n'y avait rien qui clochait, parce que ces avions et ces moteurs étaient capricieux, vous comprenez? C'était pas la technique actuelle, c'était un peu... Hein, il fallait tout apprendre, si on peut dire, même les équipages, la technique du vol de nuit, la technique de ceci et de cela, du vol sans visibilité. On ne pouvait pas s'en mancher à l'aventure. Il fallait partir avec à peu près une certitude d'arriver quand même, ou de ne pas avoir trop de pépins. Alors le lendemain matin, bon, un peu avant le petit jour, alors on s'est réveillé. Remarquez que nous avons passé une nuit adorable. Parce que dans ces avions, naturellement, il y avait la pharmacie. Dans chaque avion, il y avait une petite pharmacie. Il y avait de l'eau, et il y avait des vivres, et des bonnes vivres. Et puis des bouteilles de rhum, et des bouteilles de ceci et de cela. Non, et du pinard. On a foutu un mort à tour de rôle pour vérifier s'il n'y arrivait rien autour, de manière de ne pas être surpris, puisque nous étions armés. Et le mort aussi. Enfin, les moteurs ont eu la gentillesse de bien vouloir démarrer, parce que les démarrages n'étaient pas électriques. Elles se faisaient à la force du poignet, c'est-à-dire en tournant l'hélice. D'ailleurs, j'en ai des marques ici. Une fois, je me suis fait coincer par une hélice, et voilà la cicatrice. Et alors, les moteurs sont partis. On aurait dit qu'ils voulaient nous faire plaisir, parce que s'ils n'étaient pas partis, ça reposait un problème d'arrêter de nouveau. Et comme on avait passé la nuit, et que personne n'avait de nos nouvelles, ni Toulouse, ni l'escale de Port-Étienne, ni l'escale de Villa Cisneros, enfin, nous décollons, tout se passe bien. Nous arrivons à Cisneros, où là, le chef d'escale a pu avertir Toulouse que les 2 avions étaient retrouvés et qu'un seul était perdu. Et toute cette peine, tout ce mal, tous ces risques, tous ces dangers, pour combien de kilos de courrier chaque fois? Je sais pas, moi, au commencement, ça représentait 40 kilos, même pas, oui. Et oui, le plein d'essence, vous savez, après, on était chargé à bloc, hein. Le mort, s'il y avait un passager exceptionnel, c'était ça. Puis l'eau, les vivres, la pharmacie, la valise du pilote. « 1929. Le Gros quitte l'Afrique pour l'Amérique du Sud. De Natal à Santiago du Chili, le courrier continue de passer. Il ne manque que l'Atlantique. Ce sera chose faite par Mermoz en mai 1930. En Amérique du Sud, Lefebvre retrouve Syntex. Syntex, qui disparut entre Bastia et les Alpes le 31 juillet 1944, s'inscrit parmi les 128 pionniers qui ont donné leur vie pour que le courrier passe. Dans cette photo, vous étiez très loin de Oui. l'avion? Ah oui, oui, à ce moment-là, on recherchait l'avion. Alors voilà l'avion comme nous l'avons retrouvé. Et quoi de surprenant lorsqu'un demi-siècle plus tard, Jean-René Lefebvre revient sur le terrain de ses exploits en Argentine, ce soit surtout de l'accident de Guillaumet, le vendredi 13 juin 1930, dont les jeunes de Mendoza se souviennent encore. Enfin, les Bakianes, là, ils avaient tué des guanacs. Et voilà l'avion, alors on mangeait de la viande de guanac. Vous Ça... êtes dans... Non, c'est moi qui tirais toujours. Ah. Je vous montrerai, je suis à... Ça, c'est la baraque à Yaouch, où Oui. Guillaumet s'était retrouvé. C'est voilà une autre de lac. Et c'était cette
cette Chine, non, un peu, qui avait retrouvé Guillaume. Ah, c'est cette femme Oui, belle, cette belle. femme, oui. Mhm. Alors voilà le retour de Guillaume à Mendos quand il s'était perdu. Alors voilà Saint-Exupéry, voilà Guillaume et me voilà moi. Oui. Déjà j'avais une figure, vous voyez, rebondie. Non. Oui. Ça c'était le chef de police du temps, de ce temps. Tanto isso, oh, quanta alegria! Imagine o palhaço no salão. 1928. Le Gros, Jean-René Lefebvre, l'enfant de Lorraine devenu mécano des As, Le Gros quitte l'Afrique pour l'Amérique du Sud. Au silence des escales africaines succède maintenant l'effervescence brésilienne. Aux longues soirées de solitude dans le désert, l'exubérance du carnaval. Foi bom te ver outra vez, tá fazendo ano. Foi no carnaval que passou. Eu sou aqui. Il est chef d'escale, il accueille Dabry, le premier à traverser l'Atlantique Sud, avec Mermoz. Na mesma máscara negra que esconde seu rosto. L'uniforme a remplacé la chemise ouverte. Et là où se dressent aujourd'hui les palaces par-dessus les favelas bidonvilles, il n'y avait naguère que des plages. Hoje é carnaval. Tanto isso, oh, quanta alegria. Des dizaines, des centaines de plages au bord de la jungle et qui ont servi des centaines de fois aux pilotes et aux mécanos pour des atterrissages forcés. Mais de Natal à Santiago du Chili, le courrier passait. Et les avions se posaient sur le terrain dos Alfonsos, sur une presqu'île non loin de Rio. Et un jour, Mermoz arriva, à bord du Comte de Lavaux. En mai 1930, il avait, avec Dabry et Gimier, traversé pour la première fois l'Atlantique Sud, de Toulouse à Santiago. La ligne existait. Mais pour réparer les avions, Jean-René Lefebvre n'avait pas de tracteur pour les amener dans les ateliers. Des ébus et des bœufs faisaient parfaitement l'affaire. Une baignade d'un quart d'heure pour 3 semaines de réparation d'un avion perdu sur une plage. Avec une boîte à outils, quelques noix de coco et beaucoup de patience, un avion redécolle toujours. Et puis un jour, un avion baptisé lieutenant de vaisseau Paris se posa sur le terrain dos Alfonsos à Rio. Comment Lefebvre, qui a filmé lui-même l'avion de Mermoz, pouvait-il savoir que cet aéroplane et son pilote disparaîtraient quelque part dans l'océan Atlantique? Ce jour-là, le courrier ne passa pas. 1936. Les pionniers commencent à compter leurs morts. Chaque avion qui part avec sa charge de courrier, c'est pour les mécanos du sol un petit pincement au cœur.
Adieu pain de sucre, bonjour gaucho. Entre deux escales brésiliennes, Lefebvre passera par Mendoza en Argentine au pied de la cordillère. Il y passera 4 années, sans doute parmi les plus intenses de sa carrière. 50 ans plus tard, il y reviendra en pèlerinage. Apparemment, rien n'avait changé et lui n'avait rien oublié. C'est bien ici que nous étions quand nous avons organisé la ligne Buenos Aires-Santiago et que moi je suis venu par le train pour préparer le terrain d'aviation. Et comme c'était près de la gare, c'était un Français, nous sommes tous descendus ici, Mermoz, etc. Mendoza en 1984, quatrième ville de l'Argentine au pied de la terrible muraille andine. Gratte-ciel, grand boulevard, hier une minuscule bourgade viticole, une escale de la ligne. Et puis un jour, un certain vendredi 13 juin 1930. Guillaumet, le 12, faisait le trajet Santiago-Buenos Aires, dans le sens Santiago-Buenos Aires. Il part et il ne peut pas passer au col de Cuèvre, près de la Concagua. C'était les nuages, la tempête, parce que nous sommes en hiver. Alors, le lendemain matin, le 13, il décolle et il dit « je passe par le sud ». Et nous, il n'y avait pas de radio, il ne nous l'a pas dit. Nous, ça, naturellement, il ne nous a rien dit. Donc, il est parti, puis il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Qu'est-ce qui s'était produit? Guillaume s'était retrouvé à 6500 mètres au-dessus des nuages, bien au-dessus du col. Malheureusement, cette lagune diamant a l'inconvénient d'être située dans une espèce de cirque, où là, il y a des vents rabattants. Malheureusement, l'éclaircie ne venait pas. Et pendant ce temps-là, le temps passait. Et l'essence se consommait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Au bout d'un moment donné, il dit, ça y est, j'ai tant d'heures de vol, maintenant ça va tomber, je vais tomber en panne. Il se pose le plus près de l'eau. Mais comme il y avait une déclivité, il faut dire qu'il n'y avait pas de frein et qu'il n'y avait qu'une béquille, qu'une fois que l'avion avait perdu sa vitesse, c'était plus vous qui dirigiez l'avion, c'était l'avion qui vous dirigeait. Alors, avec la déclivité, il fout le camp vers l'eau. Guillaume, à ce moment-là, ayant encore un peu de moteur, il fout un coup de moteur pour diriger l'avion vers en remontant vers la neige. L'avion arrive dans la neige, toc, ça fait cale, et l'avion passe sur le dos. Bah, alors là, foutu. L'avion sur le dos, ça, Guillaume, il était là, à la merci de qui? À la merci de quoi? Hein? Pas de radio, pas d'autres moyens. Il avait des vivres. Il avait quoi? Il avait sa combinaison fourrée, il avait ses chaussons fourrés, il avait sa petite valise, et puis une boîte de vivres, et puis c'était tout. Et puis un peu de pharmacie, comme il y avait sur tous les avions qui faisaient la cordillère. Et alors là, il n'avait plus qu'à attendre. Alors il a fait un trou dans la neige. Comme tout l'esprit de la ligne, la première chose à sauver, c'est pas l'homme, c'est le courrier. Pour sauver Guillaume, il fallait le sauver le plus vite possible dans les conditions qui se présentaient. La grande tempête, il fallait refaire les recherches immédiatement. Alors immédiatement, Buenos Aires envoie un avion, piloté par Syntex et un mécano d'Abri, et Santiago, le père de Lay, qui était chef à Santiago, avec le chef mécanicien Clavier, font des recherches chacun de leur côté. Et naturellement des recherches, des vols, et l'aviation argentine et l'aviation chilienne participent aussi à ces recherches. Malheureusement, tout était couvert de neige, la cordillère, très bonne visibilité, mais un inconvénient, c'est que ces avions hypothèses étaient couleur aluminium. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'il y ait des repères, qu'il y ait des bandes jaunes, comme on a fait pendant la guerre pour les avions de guerre. Et alors, naturellement, ils sont passés au-dessus des 5-6 fois. Guillaume les voyait, malheureusement, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Rien. Eux ne voyaient rien au milieu de cette mer blanche complètement couverte. L'avion était couvert. Les photos le démontrent. Il y avait que 2 roues qui dépassaient. 2 roues, ça représente un petit caillou, rien du tout.
Et naturellement, Guillaume, jusqu'au moment où, 5 jours après, je reçois un coup de téléphone, où un bonhomme est venu, la police est venue m'avertir que la police de Sancarle avertissait qu'ils avaient retrouvé un aviateur. Alors immédiatement, je cours à l'hôtel où était Saint-Ex, et je lui dis, bon, Guillaume est retrouvé. Alors cela paraissait impossible, même moi je n'y croyais pas, parce que tout au long des recherches, nous avions eu, tout le monde l'avait vu partout, on avait vu cet avion, naturellement les gens là-bas, ils n'avaient pas de repères, ils mélangeaient le jour, ils mélangeaient l'heure, c'était pas possible. Hein. Guillaume, il était posé 4 heures après le départ de Santiago, 5 heures, Guillaume était posé à quelque part, donc il ne pouvait pas l'avoir vu volant. Alors à ce moment-là, naturellement on était sceptiques quand même, on dit c'est encore un type qui nous fait une blague, non? On ne sait pas. Vous comprenez, là-dedans, on est sceptique un peu. Et alors, bon, alors, on part, on va au terrain avec Saint-Ex, on prend l'avion et on décolle pour aller vers Sancarle, où Guillaume, soi-disant, s'était retrouvé. Et naturellement, nous n'avions pas de carte de cette région, on n'avait pas de carte du tout. Mais moi, comme j'avais été en voiture pour faire des recherches à ce sujet, comme il y avait une nuit formidable après la tempête, il y avait une nuit, un clair de lune fantastique, on pensait que si Guillaume était dans les premiers contreforts de la cordillère, il ferait du feu, peut-être, avec des racines, quoi qu'il n'y a pas grand-chose comme végétation. Mais rien. Alors donc je connaissais la route, et je dis à Saint-Ex, on va suivre la route de terre. C'était le seul moyen de se repérer. Alors on est passé et le chemin de fer, il y avait un chemin de fer qui allait jusqu'à Oregne Busto. Et le chemin de fer ne va pas plus loin. Et Saint-Ex ne voulait pas admettre que le chemin de fer s'arrêtait là. Et j'ai dit, mais si, il s'arrête là, c'est fini. Il n'y en a plus. Il ne va pas à San Rafael, il ne va nulle part, il est là. Moi, je peux vous le garantir. Bon, alors on reprend la route de terre, et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure de vol, on voit une espèce de caravane, des voitures, des chevaux, des ponchos qui nous faisaient des signes. Naturellement, Saint-Ex, heureux comme un pape, comme nous l'étions tous d'ailleurs, tous les trois, puisque nous étions 3 à bord. Il saute une rangée de peupliers. Il y avait un terrain de l'autre côté, un terrain plus ou moins bien, et il se pose. Oui, vous voyez, je pense que c'est vers ici que nous étions posés en avion, et c'est ici, sur cette route, enfin, qui était un chemin, que la célèbre phrase qu'a dit Guillaume, ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. Nous étions posés dans un pré, qui avait là, ça avait Saint-Exupéry, et Guillaume, nous avons couru vers Guillaume, et qui s'est jeté dans nos bras, et on s'est embrassés, et tout le monde pleurait comme des gosses, comme contents de se retrouver. Guillaume avait une figure comme les photos le montrent, complètement à bout, complètement exténué de fatigue, brûlé par le froid, etc. quoi. Quand on a vu la caravane, vous savez, Saint-Exupéry, il n'a pas cherché midi à 14h, il a fait une chandelle, une montée, il a vu un espèce de pré qui faisait peut-être 300 mètres de long, et on a sauté un fossé, enfin, la chance a joué. La chance a joué. Jean-René Lefebvre, quand on voit les difficultés que nous avons à arriver jusqu'à la lagune Diamante, on imagine ce qu'ont pu être les souffrances de Guillaumet, car nous sommes en été, et lui est venu ici en hiver. Alors il faudrait peut-être que vous nous situiez un peu l'endroit où nous sommes, et où nous sommes quasiment bloqués. Nous sommes bloqués par le dégel, nous sommes très près, la lagune Diamant est ici, tout près, mais voilà, nous ne pouvons pas passer parce que le chemin que nous pensions prendre est coupé par le dégel et par une avalanche de pierres. Et alors, imaginez Guillaume là-dedans en plein hiver, seul, et sans nourriture, sans rien. Il a marché presque pendant 100 heures avant d'arriver plus bas à Yaouch, où nous sommes passés tout à l'heure.
Quand Et êtes-vous revenu ici pour le sortir, l'avion? À quelle époque? je suis revenu ici peut-être à cette époque, peut-être vers le mois de juin. Mais pourquoi le besoin de sortir un avion qui devait être pourri par la neige? Mais non, il n'était pas pourri par la neige, il était très bien conservé. Et surtout, c'est une question, à ce moment-là, laisser un avion dans la montagne pour la compagnie aéropostale, ensuite qui a été Air France ensuite, c'était presque une honte de laisser un avion. Ça, c'était, je sais pas, moi, c'était pas pensable, quoi. C'était pas pensable à le faire. Alors la compagnie, naturellement, le prix de la récupération de cet avion a été certainement plus cher qu'un avion neuf. Mais cet avion avait volé, avait eu cet incident à la Lagune Diamant. Il a continué à voler après sur la cordillère des Andes. Regardez ces photos. Et oui, comme il est difficile 50 ans après d'imaginer quelle somme d'efforts il a fallu à Lefebvre et à ses amis argentins pour descendre à travers les rocailles, l'avion endommagé, de la lagune Diamante à Mendoza, 4300 mètres de dénivellation, 50 hommes, des chevaux, 200 bœufs qu'il fallait referrer jour après jour, un chemin qu'il fallait mener centimètre après centimètre, des lassos pour tirer et maintenir l'avion. Tout cela que Lefebvre a eu la bonne idée de photographier. Le moteur séparé des ailes, de la carlingue. Et 6 mois plus tard, l'avion repassait au-dessus de la lagune Diamante, en travers de la cordillère. Ce qui avait été refus devenait un défi. Mais ne croyez-vous pas que le défi, c'était la quotidienneté du mécano de Syntex et des autres? Un document exceptionnel, sauvé, miraculé de la cordillère. Voici Guillaumet téléphonant à sa femme. Il est en vie. La compagnie des téléphones argentins ne factura pas la communication. Ensuite, ce fut la fête. Tous, ils craignaient de devoir pleurer un camarade. Ils explosaient maintenant de la joie des retrouvailles, mais aussi de la fierté, du courage d'un des leurs. Car oui, qu'ils s'appellent Lefebvre, Syntex, Delay, Guillaumet, Antoine, Dora, ils étaient fiers du travail effectué par les autres. On galvaude volontiers le mot de fraternité, mais qu'ils travaillent dans les ateliers ou dans le ciel. C'est un mot, le mot fraternité, qui pour tous ces hommes avait un sens réel. Est-ce encore le cas aujourd'hui ? Lefebvre déguisé en mort, c'est drôle, non? Cette affaire avec le pilote Antoine faillit l'être beaucoup moins. Le matin, nous nous réveillons vers 4 heures ou 3 heures du matin. Le fort étant fermé, automatiquement fermé à clé, il fallait réveiller tout le monde. Parce qu'il y avait pas, on n'avait pas de personnel, on avait juste une personne de l'aéropostale, de la TECOR, même à l'époque. Et alors, bon, on sort du fort, on va à l'avion, parce que les avions, il n'y avait pas de hangar, il n'y avait rien. Il y avait que le fort entouré de barbelés. D'ailleurs, les photos l'indiquent. Il n'y avait que ça. Plus un petit village mort avec des tentes à côté de... Alors, on charge le courrier, on part, on met en route, et nous, on s'en va. Et là, le terrain, c'est formidable. C'est un terrain dur, un terrain de sable, aggloméré, très bon. Mais Antoine, qui est toujours un type prudent, je dis, c'est un des meilleurs pilotes. Il dit quand même, on décolle, et il s'est couché par terre pour regarder sur l'horizon, parce qu'il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, il n'y a pas de maison. Donc, dans le sens où nous allions décoller, il regardait de manière... Il aurait pu avoir un chameau, il aurait pu avoir un bourricot, il aurait pu avoir n'importe quoi, il aurait pu avoir comme obstacle. Il regarde. Et il me dit, rien, alors je crois qu'on peut y aller. Alors bon, on a emmené un mort aussi, comme interprète. Et alors on décolle. Alors je dis, Antoine, il me dit, ne te fais pas, j'ai une étoile là. Parce qu'il faisait clair. La nuit, il n'y avait pas de lune, mais il y avait une certaine clarté où on voyait les étoiles. Il se dirige sur une étoile.
Là-dessus, bon, on décollait, plein moteur, pouf, 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 ça roulait tout seul. D'un seul coup, poum, un grand bruit. Alors là, j'aime bien vous dire, vous avez le cœur qui fait deux ou trois tours à toute vitesse, là. Alors on n'y comprenait plus rien. On dit, nom de Dieu, on vient de regarder. Parce que c'était à 150 mètres d'où nous venions de commencer le décollage. Et alors l'avion se ratatine, alors il se fout sur le nez, enfin il casse tout le truc. Alors moi je saute tout de suite. L'arabe qui était derrière, lui, il restait. Bon, je m'occupais pas trop de lui. C'est pas que je ne voulais pas m'en occuper, mais je voulais m'occuper d'Antoine, qui lui était vers l'avant de l'avion, était encore plus choqué que moi. Puis il y avait l'essence qui dégringolait, parce que l'avion était sur le nez. Et alors l'essence, les réservoirs étant supérieurs, vous aviez les prises d'air, et l'essence faisait siphon par ces prises d'air, et tombait sur le moteur qui était arrêté, mais qui était chaud. Donc, ça pouvait d'un seul coup s'enflammer. Alors, je dis à Antoine, mon deuxième, me dit, bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai dit, saute. Et puis, alors, on dit au mort de sauter aussi. Lui, le mort, il avait pris sa boîte à thé, il avait pris son thé, il descend avec tous ses instruments, calmement, comme s'il n'y avait rien eu. Et puis, il faisait quand même nuit. Bon, alors, l'avion ne prend pas feu. Puis, à ce moment-là, personne ne venait. Parce qu'à Cisneros, il faut dire une chose, il y a un vent qui est toujours de 50-60 km. Et alors, c'est un vent qui enlève tous les bruits, qui confond tout. Par exemple, dans le fort, lorsque vous êtes dans le fort, il y a un pylône pour la TSF, un pylône qui faisait une cinquantaine de mètres. Alors, le vent dans les haubans et dans tout ça, c'est un vent presque lassant, un vent énervant, vous voyez. Alors, l'avion, nous étions partis, hein. Eux, ils étaient rentrés dans le fort, on avait rebouclé le fort, parce que les sentinelles, ils voulaient coucher, vous comprenez, ils voulaient... Et puis bon, alors nous, on se trouvait à, je sais pas, moi, 1 kilomètre du fort, et personne ne venait, on attend un moment. Je dis, Antoine, bon, on va, puisque ça prend pas feu, on descend nos valises, et on va aller vers le fort. Alors, on prend nos valises, enfin, on prend les peu de valises qu'on avait, et on se dirige vers le fort. Au bout d'un moment, naturellement, on marchait tous les deux côte à côte, non, en cherchant à comprendre pourquoi on avait eu cet accident. Et alors, le plus terrible de l'histoire, Antoine était encore plus choqué que moi, parce que lui, c'était dans quelques mois, c'était le 3e, aucun par sa faute. Tout par cause de brume, enfin par des incidents qui ne mettaient pas en cause le pilote, hein. Alors à un moment, tous les deux, bon, le mot de Cambronne éclate, merde. Et naturellement, pourquoi? Nous venions de trouver une jambe de force du train d'atterrissage avec une roue au bout, et puis naturellement, c'était là. Et puis on continue quelques mètres après, bon Dieu, on voit un bidon de 200 litres, et on regarde, c'est un bidon qu'ils avaient rempli de sable. Les Espagnols, qui volaient que 2 jours, avaient rempli ce bidon de sable. Pourquoi? Pour que le vent, qui était toujours très violent, ne l'emporte pas. Et eux, lorsqu'ils volaient, et qu'il y a toujours du vent, pour savoir la force du vent, vous avez les biroutes. Mais là, il y avait une biroute, mais c'était pas très sérieux. Alors que la fumée, ils mettaient des fusées fumigènes sur ce tonneau de sable, et ils l'allumaient. Alors, si la fumée était au ras du sol, était horizontale au sol, c'est que le vent était violent. Si la fumée montait un peu en biais, un peu moins violent, c'est-à-dire ça leur donnait une indication assez réelle de la force du vent. Mais nous, on s'était foutu en plein dans le bidon. On aurait passé à 10 cm. C'était fini. On n'aurait jamais su qu'on avait tapé dans le bidon. Qui dira vraiment quelle pensée traversait l'esprit du gros lorsque, dans ce voyage vers la mémoire, avec son épouse, il survolait tranquillement à 1000 km/h cette cordillère des Andes avec cet Aconcagua qui lui fit passer naguère tant de nuits blanches. Lefebvre prit sa retraite en 1961. Entre-temps, il avait inventé dès 1926 le char à voile avec des roues et des morceaux d'ailes d'avion. Bien d'autres choses encore, sans doute, dont il garde le secret, qu'il partage peut-être avec le géant de la cordillère. Et voilà, en passant par Rio et l'Argentine, de la Meuse à Antibes, pour Lefebvre, la boucle est bouclée. Mais il a toujours les yeux tournés vers ce ciel qui fut toute sa vie. Il fait partie de ces hommes pour lesquels le boulot quotidien n'a pas la même signification que pour la plupart des autres. On l'appelle le gros, tous les passagers, tous les pilotes du monde peuvent lui dire « Merci, gros ».
avez vu le goéland, il n'a même pas bougé. Ils habituent comme les chiens s'habituent au bruit, les moineaux à l'aérogare. Ils viennent vous bouffer dans les jambes quand vous êtes au bistrot sur la terrasse. Hein. Et les avions sont là à rugir que vous êtes obligés. Le moineau, il dit chante canari pour être.